Voilà, on est de retour pour le deuxième et dernier atelier de ces états généraux de la chaleur solaire qui se tiennent à Grandchamp, dans le golfe du Morbihan. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, c'est bien de vous dire où nous nous trouvons. Vous, chacun chez vous. J'espère que le premier atelier, suivant ceux que vous avez suivis, se sont bien passés. Aujourd'hui, et pour ce deuxième atelier, on va aborder avec Laetitia Bretier de Dualsun et Olivier Godin de Solistar les systèmes solaires combinés et le panneau solaire hybride. On va commencer alors dans l'ordre inverse de ce qui était écrit. On va commencer avec vous, Olivier Godin. Vous travaillez à Solistar, hein, vous en êtes un des dirigeants, je ne me trompe pas? Président et fondateur. Même président fondateur. Le système solaire combiné ou chauffage solaire, bonne question. Voilà, donc le système solaire combiné, SSC ou chauffage solaire. Je vous interromps 30 secondes. Je dis à nos internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles s'inscrivent devant nous. Et puis au fil, soit à la fin, soit au fil suivant, Olivier, on vous interrompra pour avoir une précision ou pas. Allez-y, je vous en prie. Alors, je vais repréciser les enjeux de la chaleur, parce que vous verrez, les potentiels sont considérables. Ce que l'on peut faire avec le solaire thermique pour couvrir les besoins, quelles solutions utiliser et jusqu'où il est possible, jusqu'à quelle autonomie on peut aller avec un chauffage solaire. Alors, dans nos besoins de chauffage, 80% de nos besoins, c'est la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. En fait, dans les besoins RT, la chaleur représente le très gros poste de nos consommations d'énergie. Donc tous nos enjeux environnementaux en résidentiel, c'est la chaleur. Alors, l'intérêt de la chaleur, un des enjeux, c'est de prémunir de la hausse du prix des énergies. L'électricité, comme je disais ce matin, il a pris 50% en 10 ans, mais surtout, c'est l'accélération que l'on voit, 25% sur les 3 dernières années, donc source UFC Que Choisir. Et l'explication de l'UFC Que Choisir, alors je la donne, c'est juste pour vous donner une tendance pour les années à venir, elle est liée à l'augmentation de la hausse des importations d'électricité. Chaque fois qu'on rajoute des électrons, donc des voitures électriques, des pompes à chaleur, on vient augmenter l'hiver les importations d'énergie électrique. Et c'est des importations très chères, puisque le prix de l'électricité l'hiver est 3 fois plus cher que le reste de l'année. D'où cette augmentation. La deuxième information, c'est sur la pénurie. Le gouvernement, enfin le ministre des Armées, a missionné le Shift Project pour actualiser les données sur le choc pétrolier, le prochain choc pétrolier. Et ce qui sort, la publication est tout récente, elle a de 15 jours, et ce qui sort, c'est qu'au niveau de la quantité de pétrole disponible, deux choses. La première, c'est qu'on va en avoir moins que 2019. Et ça, c'est lié au prix qui a baissé et à des pétroliers qui ont fait faillite, mais aussi à un déficit de renouvellement des forages. Et ça, dès fin 2021, ça veut dire fin 2021, là, dans les 6 mois qui viennent, on va voir une hausse du coût du pétrole? Alors, elle a déjà eu lieu. Hein, le pétrole, il a pris 50% depuis le début de l'année. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 2030, il y en aura 10% de moins. Et ça, cette courbe, elle ne montre pas la croissance de la consommation de pétrole. Il faut savoir que la croissance que l'on voit, il y a pénurie de bois, il y a pénurie de beaucoup de matières premières, la consommation de pétrole est prévue dès la fin de l'année pour revenir à ce qu'elle était en 2019. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions très rapidement, bien avant le pic de pétrole. Alors connaissez-vous la part d'augmentation qui est liée aux EPR et celle qui est liée aux importations? Une question par un de nos internautes. Alors, dans ce cas-là, je reviens sur la source UFC Que Choisir. Il précise que pour les EPR, c'est lié à un prix, un coût qui est 5 fois plus élevé. Mais il y a aussi le coût de l'EPR, même s'il n'était pas plus élevé à construire, le coût du nouveau nucléaire, on est à un coût de l'énergie qui est plus du double, plus cher que le prix marché aujourd'hui. Donc,
quelle que soit la façon dont on voit les choses, eh bien, entre le grand carénage qui va arriver, c'est-à-dire que les installations arrivent en fin de vie, entre l'augmentation des importations à chaque fois qu'on va rajouter des pompes à chaleur et entre le doublement du prix du nucléaire, on voit que toutes les données montrent une accélération du prix de l'électricité dans les années à venir. Et donc, une pénurie de pétrole à venir. Et donc, qui dit pénurie dit, d'après à chaque fois qu'il y a 2% d'écart entre l'offre et la demande, le prix du pétrole prend 25%. Et comme on voit une baisse à venir de la capacité, on peut s'attendre à des augmentations du prix de l'énergie à venir. Et toutes les énergies étant indexées sur le pétrole, ça va impacter tout le monde. Voilà. Alors, qu'en est-il de la chaleur solaire ? Eh bien, elle ne voit pas ses coûts augmenter. C'est-à-dire que l'investissement, donc le prix d'une installation solaire thermique, alors là, c'était sur le chauffage, mais on aurait pu mettre le même slide sur le chauffe-eau solaire. Son prix est stable depuis 13 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inflation sur ces 13 dernières années, on voit c'est 12%. Ça veut dire que la compétitivité du solaire, de la chaleur solaire, s'est déjà améliorée de 13%. L'autre intérêt, c'est que comme dans le même temps, le prix des énergies a augmenté, eh bien, on est sur des solutions qui ont gagné 50% en compétitivité en 10 ans. Dans les autres gains de compétitivité, comme le photovoltaïque, le solaire thermique a gagné en performance. Il a gagné aussi en fiabilité, avec des solutions de plus en plus connectées, avec de l'autodiagnostic embarqué, avec donc beaucoup de gains. Et aussi, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a des questions, aussi sur la gestion d'excédents d'énergie. C'est-à-dire le stockage, c'est ça ? Voilà, qui peut être solutionné soit par un stockage qui permet d'encaisser la chaleur la journée et de l'évacuer la nuit dans les capteurs, soit par des nouvelles technologies, où, donc on va voir un exemple, soit par un capteur dont les performances baissent avec la température. Alors, eau chaude, chauffage, bouclage sanitaire, on a vu, en fait, toutes ces solutions sont intéressantes. Et dans quel cas préconiser l'une par rapport à l'autre ? Eh bien, en fait, ça va dépendre des projets, de la place disponible en toiture, des émetteurs, et donc de chaque projet. Les rentabilités, actuellement, on est sur des rentabilités qui vont entre 7 et 15 ans, selon l'énergie que l'on efface. Cette rentabilité peut aussi être impactée selon le type d'émetteur que l'on a, l'orientation des capteurs, l'inclinaison. Alors, par contre, des choses intéressantes qui améliorent la rentabilité du solaire, à savoir, des choses qu'on a commencé à en parler ce matin, mais au plus la surface installée est grande et au plus le prix posé baisse. Alors ça paraît évident, mais pourquoi ? Parce que quand on pose un échafaudage sur un toit, c'est le même prix que je mette 2 ou 4 capteurs. Quand je pose une sonde de température pour piloter, c'est le même prix que j'ai 2 capteurs ou 20. La carte de régulation, c'est la même. Et donc il y a beaucoup de coûts fixes qui font que le prix posé baisse avec la surface. Et du coup, il y a des effets de seuil, notamment des chauffages solaires collectifs ou des ECS collectifs, où tant qu'on reste sur un prix de l'énergie cher, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas sur les très gros consommateurs d'énergie qui ont des prix bas, des collectifs de 450 m² habitables à chauffer ou en eau chaude, on peut avoir d'excellentes rentabilités, jusqu'à 2 fois meilleures qu'un particulier. Un fonctionnement solaire à basse température, faut savoir qu'un panneau solaire peut avoir un rendement jusqu'à 2 fois meilleur à basse température. Et donc, plusieurs façons qui permettent de travailler à basse température. La première, on est sous-dimensionné. Par exemple, j'ai un chauffage collectif à faire, 450 m², et je peux mettre que 20 m² ou 25 m² ou 30 m². Il faut savoir que en fait, c'est un cas qui est une excellente rentabilité. Donc on est sur des solutions où le fait d'être en collectif, on peut sous-dimensionner. Chez un particulier, c'est peut-être moins gênant parce qu'on a moins d'effets, le prix étant plus élevé, c'est peut-être moins intéressant de sous-dimensionner. Alors qu'en collectif, ça l'est très souvent.
Alors, ensuite, travailler à basse température, c'est-à-dire qu'un chauffage solaire, si on travaille à 40 degrés sur un réseau radiateur ou 30 sur une dalle, eh bien, on va avoir un meilleur rendement que si on travaille essayer de faire de l'eau chaude à 60 degrés. Et donc, le fait de travailler, c'est ça qui est intéressant dans le chauffage solaire, c'est qu'on peut avoir une productivité jusqu'au double d'un chauffe-eau solaire. En règle générale, jusqu'à 60%, mais quand on est sous-dimensionné, jusqu'au double. Et du coup, additionné avec une baisse du prix posé au mètre carré, puisqu'on a des surfaces plus grandes, on peut aller jusqu'à un doublement de la rentabilité par rapport à de l'eau chaude solaire. Et on en a attendu pas mal. Une autre chose qui a changé énormément la donne dans le chauffage solaire, c'est le traitement du bouclage sanitaire. Donc dès qu'il y a un collectif, et bien avant, la chaleur était excédentaire. Et bien en chauffage solaire, il y a beaucoup de capteurs qui sont excédentaires l'été. Et bien cette énergie excédentaire, maintenant, il y a beaucoup de solutions pour la valoriser sur le bouclage sanitaire. Et on a vu, ça pouvait apporter des énormes gains de production de chaleur, puisque le bouclage peut doubler l'économie d'énergie solaire. Alors maintenant, puisqu'on a vu que un chauffage solaire, j'ai déjà répondu à cette question. Alors maintenant, quelle technologie en chauffage solaire? Eh bien, il y en a deux grandes. Donc il y a les technologies hydroaccumulation, c'est-à-dire que l'énergie des panneaux solaires va aller chauffer directement des ballons de stockage via un échangeur de chaleur. Et ensuite, la chaleur pour le chauffage, eh bien, si ce ballon solaire est plus chaud que les retours des émetteurs, eh bien, on vient aller récupérer de la chaleur dans le ballon pour venir chauffer les émetteurs. L'eau chaude est fabriquée via un échangeur de chaleur. Trois technologies souvent, soit c'est un serpentin inox, soit c'est un tanking tank ou un ballon immergé à l'intérieur comme le montre l'exemple, soit un échangeur à plaques pour produire l'eau chaude. Le taux d'économie classique est de 30 à 50% avec les ratios de dimensionnement standards des règles de l'art. Le chauffage solaire direct qui peut, en plus de stocker la chaleur, eh bien, apporter directement l'énergie des capteurs dans l'habitat. Donc on peut être en direct chauffer l'habitat. Donc les avantages, c'est que ça permet de s'affranchir, de gagner un échangeur et de travailler à des températures un peu plus basses, ce qui permet un gain de rendement. Et de valoriser aussi l'inertie de l'habitat, et donc souvent de gagner 500 litres de volume de stockage. Les taux d'économie classiques vont de 40 à 65%. Chauffage et eau chaude. Autre intérêt du solaire direct, c'est que mesuré par l'INES, on a les mêmes performances sur radiateur que plancher, ce qui ouvre tout le marché de la réno comme du neuf. L'autonomie, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller en autonomie avec un chauffage solaire. Donc je vais reprendre un article de 14 pages fait sur l'AQC, le magazine Qualité Construction, qui montre qu'on peut aller jusqu'à des consommations de 20 €, c'est-à-dire jusqu'à l'autonomie. Alors 20 €, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente l'alimentation électrique d'une chaudière. Parce qu'une chaudière, il y a toujours un ventilateur, ça consomme toujours un petit peu d'électricité. Eh bien, on arrive à réduire à la consommation électrique de la chaudière. C'est-à-dire que sans combustible, sans fioul, sans gaz, sans propane, juste l'alimentation électrique de la chaudière. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un chauffage solaire. Les autres intérêts, eh bien, c'est que c'est la seule solution qui n'émet pas de particules, qui ne consomment pas de ressources. Et par rapport à d'autres solutions pour réduire les consommations d'énergie, ça permet de consommer 10 fois moins qu'une maison passive, pour vous donner un petit peu l'intérêt et le potentiel. Et les autres avantages, il n'y a plus de chaudière, plus d'entretien de chaudière,
plus de panne chaudière, il n'y a plus de combustion, de compression. Et pour vous donner un ordre de grandeur d'intérêt économique, c'est le même montant d'investissement qu'une pompe à chaleur géothermie, mais sans la consommation. Ou c'est le même différentiel d'investissement constructif entre une maison RT 2012 et une maison passive, mais avec une consommation 10 fois plus faible. J'essaye de comprendre. Ça veut dire qu'en substance, une fois qu'on a eu les coûts d'installation, les seuls coûts économiques que l'on va avoir, ça va être les 20 € d'électricité du ventilateur ? Donc les seuls coûts à avoir, c'est les 20 € d'électricité, plus l'entretien d'un réseau hydraulique. Oui, parce c'est ça qui fait une partie d'entretien. Un entretien, mais il n'y aura pas, on économise l'entretien de la pompe à chaleur ou on économise l'entretien d'une chaudière. Et puis il n'y a pas l'achat de l'énergie qui peut être l'achat du gaz, de du fioul, voilà. etc. Et du coup, rien que l'entretien d'une chaudière, ce serait 10 fois plus cher. Rien que son entretien. Alors, quels avantages ? Alors, une des contraintes du chauffage solaire autonome, c'est, comme on le voit là, c'est de maximiser la performance des capteurs l'hiver, et donc ça nécessite des capteurs orientés plutôt sud et orientés vers 60 degrés, et d'avoir un peu de stockage pour les ballons. Donc ça, c'est la contrainte. Donc les avantages du solaire autonome par rapport au solaire classique, pour vous donner un petit peu eh bien, c'est une solution qui rend plus autonome, plus indépendant, qui permet des charges nulles. Plus respectueux de l'environnement, il n'y a plus de combustible, plus besoin. On économise l'entretien de la chaudière. C'est le même investissement, alors c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est le même investissement que de faire 10 mètres carrés de panneaux solaires et un CC classique, parce que dans un CC classique, il faut rajouter une chaudière ou une pompe à chaleur. Le prix d'une pompe à chaleur, c'est le prix en fait, ou d'une chaudière, des 4 capteurs supplémentaires plus du stockage supplémentaire. Donc en fait, on est à cuit budget. Et en mettant tout dans le solaire, on peut faire du 100%. C'est le même budget, mais il n'y a plus de charge, plus d'entretien. Donc on est sur une bonification extrêmement intéressante qui permet d'améliorer la rentabilité, la durabilité. Gain de valeur verte. L'étude notariale a montré que toutes les réductions de moitié de la consommation, ou chaque fois qu'on gagne une étiquette énergétique, ça valorise de 4% le bien. Et du coup, ça donne aussi de la valeur à la maison. C'est-à-dire qu'un chauffage solaire, concrètement, il est amorti dès sa mise en service, dès son installation. Le confort assuré, on sécurise par rapport aux problématiques d'approvisionnement en énergie, quelle qu'elle soit, ou en panne chaudière. Donc ça sécurise notre confort. Là, on est sur une maison neuve. En rénovation, aujourd'hui, on peut diviser jusqu'à 4 les consommations, l'enveloppe ne permettant pas d'arriver à l'autonomie. Par contre, la division par 4 des consommations a pas mal d'avantages. Ça permet par exemple, si on a un appoint bois en complémentaire, de mettre 2 ou 3 stères de bois en rénovation, ce qui permet d'avoir juste un petit complément de flambée plaisir. Et avec ça, on fait 100% solaire et bois. Donc sur une rénovation d'immeuble, par exemple, où il n'y a pas de possibilité d'avoir une totale autonomie avec la chaleur solaire, d'un système de chauffage et d'eau chaude, par exemple. Alors, de chauffage, en tout cas. On peut couvrir des besoins assez importants. La difficulté du collectif, c'est en fait le bouclage sanitaire, qui demande de l'énergie à haute température, et ce qui fait que c'est assez difficile. Alors, il y a des solutions. On a fait des chauffages, mais quand c'est possible, donc on est sur du neuf, où on a supprimé le bouclage en mettant un ballon par étage. Et donc là, on peut aller sur des très, très gros taux d'autonomie. L'autre avantage de diminuer par 4 le temps de fonctionnement des chaudières, c'est comme on multiplie par 4 leur durée de vie. Elles sont 4 fois moins sollicitées.
Et donc l'inconvénient du chauffage solaire autonome, eh bien, c'est que ça requiert une possibilité d'avoir des capteurs fortement inclinés, ou sinon il faut avoir des très gros ballons. Donc si on ne peut pas être fortement incliné, il y a des surcoûts. Et une place disponible un peu plus grande pour accueillir la surface des capteurs et des ballons. Alors, du coup, on arrive à forcément comment on gère cette surface de capteurs supplémentaires, hein, donc les excédents d'énergie l'été. Alors, toutes les solutions actuelles, en fait, elles reposent sur un bon dimensionnement du volume des ballons par rapport à la surface capteur. Donc, c'est tout simple, on encaisse la chaleur de la journée, qu'on réévacue la nuit dans les capteurs. Donc, la base de toutes les solutions, c'est un bon dimensionnement. Deuxièmement, on évacue la nuit. Du coup, là, il y a des technologies de capteurs qui sont un peu moins sollicitantes l'été. Donc, c'est des capteurs plans très classiques. Si on utilise des tubes sous vide, la donne est un peu plus demande de la plus attention et il se référer aux préconisations des fabricants. Il existe des solutions qui permettent de réduire le volume du ballon. On va en citer 3. La première, c'est la valorisation du bouclage sanitaire. On l'a vu, en fait, c'est une décharge pour du solaire, donc c'est idéal. Dès qu'il y a un bouclage sanitaire, on va stocker dans ce ballon, valoriser l'énergie excédentaire solaire pour couvrir le bouclage sanitaire. Donc là, c'est idéal puisque cet excédent d'énergie va être valorisé. Donc ça, c'est l'idéal. La deuxième solution, on peut baisser le rendement des capteurs. Donc là, il y a des solutions qui le font de façon tout à fait autonome, hein, avec des propriétés optiques des capteurs qui changent avec la température. Et puis une troisième solution qui est de doubler l'énergie qu'on peut évacuer des ballons, c'est-à-dire en pouvant évacuer pas seulement la moitié basse des ballons dans les capteurs la nuit, mais aussi la moitié haute. Et du coup, comme ça, on peut diviser par 2 le volume de stockage pour du ballon. Quelle surface de capteur utiliser pour faire entre 30 et 65% d'autonomie? Donc, comment dimensionner? Donc là, chaque fabricant a des façons de faire. Donc je vous invite à vous référer auprès d'eux. Globalement, après, il y a deux méthodes. La première, dans les supports de formation, qui est de 1 mètre carré pour 1000 kWh, qui va très bien pour une maison de besoins classiques. Une deuxième méthode qui est en fonction de la surface habitable, donc 10% à peu près en rénovation et 7% dans le neuf. L'avantage de la deuxième méthode, je trouve, c'est que elle marche dans tous les cas, et elle permet d'éviter des surdimensionnements, et donc des excédents de chaleur l'été, notamment dans les cas extrêmes, c'est-à-dire j'ai une passoire énergétique, 300 kWh par mètre carré par an, ça ferait 30 mètres carrés pour une maison de 100 mètres carrés. Donc là, évidemment, ça fait beaucoup. Et pareil, si je mets une maison RT 2012 dans le sud de la France, 40 kWh, en fait, je mettrai 4 mètres carrés de capteur, c'est insaisi. Voilà, donc deux méthodes. Je trouve que la méthode avec les proportionnels à la surface habitable a l'intérêt de marcher tout le temps. Comment dimensionner le volume de stockage? En règle générale, tout fabricant confondu, si on part sur 75 litres en chauffage solaire, 75 litres par mètre carré de capteur, on a une moyenne de ce qui se fait, et cela va selon les fabricants et les inclinaisons de capteurs entre 50 et 100 litres par mètre carré de capteur. Il est évident que plus le capteur est incliné, au plus l'énergie estivale est rasante, et au moins on a d'excédent d'énergie l'été. Et donc au plus le volume du ballon peut être réduit. Quelques retours d'expérience pour illustrer nos exemples. Ici, on est en chauffage solaire collectif, 300 mètres carrés de panneaux solaires, 40 appartements à Rouen.
et on est sur chauffage eau chaude plus bouclage sanitaire de 80 € par an par appartement. C'est pas par mois, 80 € par an. C'était un projet neuf. Projet neuf. Voilà, donc on est à Rouen, il y a 16 000 litres de stockage, donc on est à peu près à 53 litres par mètre carré de panneaux solaires et une inclinaison des capteurs classiques. Un deuxième intérêt au chauffage solaire par rapport à de l'eau chaude, c'est qu'on garde la même production, la même performance de Marseille à Lille. Ce qui veut dire que pour toutes les régions, pour tous les climats, ça marche de la même façon. Alors pourquoi ? Parce que l'ensoleillement évidemment baisse, mais par rapport à un photovoltaïque ou à un chauffe-eau solaire, la baisse d'ensoleillement est compensée par une période de chauffage plus longue. Et du coup, plus-moins, on retrouve des performances similaires de Marseille à Lille. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que le chauffage solaire est aussi intéressant dans toute la France et même dans les pays plus au nord. Alors, quel dimensionnement maintenant pour viser des taux d'économie plus importants, donc l'autonomie ? Eh bien, si je me réfère à la publication de la QC qui a été sortie en décembre 2020, eh bien là on voit, selon les technologies, le dimensionnement de la surface capteur, eh bien, elle représente entre 20 et 30% de la surface habitable. Donc par rapport aux 10% qu'on avait avant, eh bien, on va doubler la surface capteur, à tripler. Tout va dépendre de l'inclinaison, des conditions d'orientation capteur et d'inclinaison. De notre point de vue, et l'exemple qu'on vous a montré, on privilégie des capteurs fortement inclinés. Ça permet de réduire les volumes des ballons et de maximiser le rendement l'hiver. L'orientation des capteurs, c'est plus ou moins sud. Dans l'exemple que je vous ai montré de la maison autonome, en fait, il y avait un champ sud et un champ sud-est et un champ sud-ouest. Il y avait 20 degrés d'écart entre les deux champs. Ça permet de démarrer plus tôt le matin et donc de couper la pointe plus tôt. Alors pour info, cette maison-là, ils étaient autonomes en chauffage. C'est-à-dire qu'avec le volume de stockage, ils ont entre 4 et 7 jours d'autonomie, ce qui suffit pour être autonome en chauffage. Le complément énergétique concernait uniquement le poste eau chaude. En termes de volume de stockage, eh bien là, l'autonomie donc varie entre 2,5 m3 à 20 m3 pour une habitation. Donc là, il y a un très gros écart entre les technologies. La technologie solaire directe nécessitant un volume de ballon beaucoup plus faible parce que, pour vous donner un exemple, c'est de résumer de façon très grossière, mais si j'ai un gros ballon à 50 degrés ou 60 degrés, eh bien, tant que mes capteurs ne sont pas 10 degrés plus chauds, je ne vais pas pouvoir démarrer. Alors qu'en direct, pourquoi il y a un très gros écart là, sur le volume de stockage ? Et bien parce que 30 degrés sur une dalle, ça suffit largement. Et bien si les capteurs, s'il fait couvert et qu'il ne fait que 30 degrés, on va pouvoir chauffer en solaire direct, là où les autres technologies sont à l'arrêt. Donc, pour résumer et reprendre l'intérêt et les avantages du chauffage solaire, c'est qu'on est sur des solutions efficaces, low-tech, il n'y a plus de compression, il n'y a plus de combustion, rentables, qui permettent d'aller jusqu'à l'autonomie énergétique, écologique, c'est la seule solution qui ne consomme plus de ressources, qui n'émet plus de particules. Les panneaux thermiques, c'est du verre séparé d'une lame d'air du métal, cuivre et aluminium. Tout est détachable et recyclable indéfiniment. Une durabilité des panneaux de 40 ans et qui peut aller jusqu'à 50 ans. C'est la seule énergie qui n'a pas d'augmentation. Ça valorise l'habitation, la valeur verte. C'est aussi performant dans toute la France. C'est la seule solution qui améliore la qualité de l'air, le portefeuille et qui est bonne pour la transition énergétique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est 80 € par an, tous ces avantages. Comment ça se fait que tous nos appartements, toutes nos maisons ne soient pas équipés de ces systèmes-là? Au moins en neuf, hein, j'entends. On reste. Est-ce que c'est les coûts d'installation qui sont supérieurs? Est-ce que le coût de l'énergie, dont vous nous disiez qu'il allait augmenter, est encore suffisamment inférieur pour qu'on ne s'y intéresse pas au moins? Mais quand on regarde ça, enfin, je me place du côté du client final, on a plutôt envie d'y aller tout de suite, quoi. D'ailleurs, c'est écrit 80 € par an, le ST a de l'avenir, super exemple. Alors, tout à fait. Donc, si je fais un petit peu l'historique, parce qu'on ne pourrait pas comprendre sans ça, lorsqu'il y a eu le choc pétrolier, enfin, l'après-choc là, en 2009, et puis le fuel qui est passé de $100 à $30, mécaniquement, le solaire thermique, comme on vient faire des économies d'énergie, on n'est pas là pour produire une énergie avec un tarif de rachat, eh bien, il a vu sa rentabilité tripler, divisé par 3. Alors que des solutions avec des tarifs de rachat, eh ben, elles n'ont pas vu la crise. Autre chose, le solaire thermique fait partie des investissements les plus élevés. C'est le même investissement, à peu près même ordre de grandeur qu'une chaudière granulée ou qu'une pompe à chaleur géothermie. Ce qui veut dire que toutes les tentatives... donc il y a le ticket d'entrée que vous citiez. Il y a aussi les bouquets de travaux ou les aides. Il y a un moment où il n'y avait pas d'aide, sauf si on faisait un bouquet de travaux. Quand on fait un bouquet de travaux, du fait du panier moyen d'investissement, les solutions les plus chères à l'investissement, on ne peut pas cumuler 15 000 plus j'isole les parois. Donc ça a privilégié les bouquets de travaux, ça a privilégié les solutions pas chères ou les systèmes pas chers. Voilà. Et donc de faire 2 solutions pas chères plutôt qu'une bonne qui s'est vue donc extrait. Il y a la valorisation dans le moteur de calcul de la RT 2012 qui a sorti du neuf le solaire thermique, puisqu'il est divisé par 2 à 3. Et donc aujourd'hui, si on fait le calcul en RT 2012, le solaire thermique ne passe même pas. Alors qu'on voit qu'on peut aller jusqu'à l'autonomie. Donc beaucoup de choses qui sont finalement pas intrinsèques au solaire. Et puis en 10 ans, il y a eu aussi des gains le prix de l'énergie qui a augmenté, toute énergie qui a augmenté, des gains technologiques. Et donc aujourd'hui, on est sur une solution, des gains de maturité, des gains qui font qu'aujourd'hui, on a sur une solution qui est rentable, et beaucoup plus rentable même que la majorité des autres solutions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, une remarque dans la salle éventuellement? Non, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était très didactique et très intéressant, voilà, de mon point de vue. Laetitia, aujourd'hui, avec vous, on va voir un autre système qu'on a déjà peut-être un petit peu évoqué dans l'atelier précédent. C'est le système solaire, les panneaux solaires hybrides. Alors, donc vous êtes cofondatrice de Dualsun. En quelques mots, Dualsun, qu'est-ce qui la différencie dans le travail du solaire dual, hybride? On peut supposer qu'il y a une hybridation de 2 technologies différentes? C'est vrai, tout à fait. Si on essaye de découvrir un petit peu ce que c'est que cette technologie hybride, je vais vous en parler un petit peu plus longtemps. Juste pour revenir sur ce qu'est Dualsun, nous, on se positionne vraiment comme un fabricant français de panneaux solaires. Ça fait maintenant 11 ans qu'on est créé. Et notre petite, on a plus de 1000 installations hybrides en référence maintenant, donc pas peu fiers. Et on fait partie, on est la start-up française avec la plus forte croissance au niveau de. On a eu notamment on a été considéré comme la start-up avec le label Green, avec la plus forte croissance par Deloitte. Donc notre petite dernière promotion, c'est qu'on fait partie de la French Tech Green 20 et donc on fait partie des 20 startups qui ont été sélectionnées pour être représentatives de la French Tech sur le segment green.
Donc Dualsun se spécialise vraiment sur le panneau solaire hybride, on va y revenir plus en détail. En 2010, on a créé le premier panneau solaire hybride certifié au monde, donc on était premier vraiment sur cette technologie. Et aujourd'hui, on a vraiment cette chance d'être leader mondial sur cette technologie du PVTO. Alors, puisqu'on parle de PVTO, et c'était votre question, qu'est-ce que c'est que cette innovation qui vous vaut tous ces labels? Au niveau des panneaux solaires, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on connaît souvent le panneau photovoltaïque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau photovoltaïque, c'est quand même une technologie qui aujourd'hui a une limitation certaine, c'est qu'il reçoit 100% de l'énergie solaire, mais il en valorise que 20% environ en électricité. Et tout le reste, finalement, c'est de la chaleur qui est complètement perdue, c'est laissée. Et l'intérêt... donc l'idée, on va dire, l'innovation de Dualsun, ça a vraiment été d'utiliser cette chaleur pour aller non seulement venir approvisionner les bâtiments pour leur électricité, donc sur la partie photovoltaïque, mais aussi en eau chaude. Donc on est vraiment, et même en chaleur dans certains systèmes, donc on est vraiment sur un panneau un seul panneau qui va permettre d'atteindre toutes les énergies. C'est-à-dire qu'on va atteindre toutes les énergies et en même temps, on va utiliser 100% de la capacité du panneau. Il n'y aura pas de déperdition, c'est ça l'idée de base? 100%, je veux pas aller jusqu'à 100%, mais on a... L'idée, c'est qu'une majorité de ce panneau puisse être... Oui, on atteint 80% de l'utilisation de l'énergie solaire, ce qui est déjà très, très intéressant. Donc concrètement, en fait, c'est un panneau qui ressemble à un panneau photovoltaïque. On a sur la face avant, alors là c'est un échantillon, hein, j'ai deux cellules. Normalement ça fait 1 mètre par 1,60 m. Caméra, je sais pas si... Vous me pardonnerez le tout petit échantillon, je sais pas si on le voit à la caméra effectivement. Voilà, tout à fait. Alors on a sur la face avant des cellules photovoltaïques tout à fait classiques. Donc c'est des cellules monocristallines ici qui vont convertir le rayonnement solaire en électricité. Et sur la face arrière, et là je retourne le panneau, on a vraiment cette partie, donc c'est un échangeur avec plein de petits canaux qui vont permettre une circulation d'eau. Et cette circulation d'eau, là on voit les petits canaux qui sont là, au milieu de notre logo, exactement. Cette circulation d'eau va permettre d'extraire finalement les calories qui gênaient le photovoltaïque pour l'utiliser pour de l'eau sanitaire ou du chauffage. Donc voilà, vraiment une technologie à la fois chaleur, grâce à son échangeur thermique en face arrière, et électricité, grâce à sa face avant photovoltaïque. Voilà. Donc c'est vraiment cette technologie qui est unique, que nous avons développée. Au niveau de ce panneau, le gros avantage du coup qu'on va avoir, et on peut revenir sur les slides, c'est que cette technologie finalement a toutes les caractéristiques du photovoltaïque. Donc on va pouvoir finalement utiliser tout ce qu'on connaît en photovoltaïque pour installer nos panneaux. Cet échangeur, grâce à ce panneau, finalement, on produit autant d'électricité qu'une installation photovoltaïque habituelle, mais on va avoir vraiment toute cette eau chaude en plus. Donc on va pouvoir doubler finalement la production grâce à un capteur qui fait vraiment 2 en 1, de l'électricité et de l'eau chaude. Voilà, on voit vraiment à droite la partie photovoltaïque seule et puis à gauche un panneau de même taille, même cellule, mais avec le récupérateur, l'échangeur en face arrière pour l'eau chaude. Donc on voit que la partie photovoltaïque finalement elle va être utilisée assez classiquement en autoconsommation pour la plupart de nos clients. Donc on parle d'autoconsommation en RT 2020, en RE 2020 on aurait dit sur les usages mobiliers. C'est-à-dire qu'on va être en train de finalement d'alimenter la cafetière, le frigo, la machine à laver, le Wi-Fi, tout ce qui est électrique. Et puis s'il y a du surplus, on va pouvoir déposer son surplus sur le réseau si on a fait un contrat avec le réseau. Sinon, on peut aussi être en autoconsommation totale, mais dans ces cas-là, il faut bloquer le surplus et ne rien déverser sur le réseau. C'est un peu, vous avez le droit de déverser si vous faites le contrat avec la prime autoconsommation et le surplus qui va sur le réseau. Si jamais vous êtes en autoconsommation totale, vous n'avez pas le droit de déposer un seul kilowattheure sur le réseau. Donc il faut avoir un petit coup près. Une super solution aussi avec l'arrivée des voitures électriques, non ?
Tout à fait. Alors, à partir du moment où on a un usage électrique, donc ça peut être très bien de faire la filtration de la piscine, avoir des batteries pour les voitures électriques. Tout ça, finalement, peut être alimenté par le photovoltaïque. Et la batterie est d'autant plus intéressante, et la batterie sur roue en particulier, qui est la voiture électrique, est d'autant plus intéressante qu'elle nous permet finalement d'utiliser à d'autres moments qu'au moment où on produit l'électricité qu'on va pouvoir avoir stockée. Donc on a cette électricité classiquement, et on a en plus finalement cette chaleur qui va nous permettre d'avoir une autoconsommation et d'alimenter les douches, la piscine éventuellement, et tous les tirages d'eau chaude. Donc on est vraiment sur une double autoconsommation. L'intérêt aussi d'hybrider, c'est que finalement on utilise tout 2 fois, puisqu'on a le même cadre, le même système d'intégration, le même verre, qui va être utilisé non seulement pour la partie photovoltaïque telle qu'on la connaissait avant, mais aussi pour la partie thermique. Donc en fait, on a de ce fait d'avoir une double production, une énergie extrêmement décarbonée. On est à la fois, puisqu'on utilise vraiment toutes les équipements 2 fois, on va avoir 30% d'impact carbone en moins sur une technologie qui était déjà très peu carbonée. Donc là, vous voyez, c'était une étude qui a été faite par l'université de Zurich, l'université de Zurich par Eaton et son équipe, qui démontrait que si on met du photovoltaïque et du solaire thermique côte à côte, et ben finalement on utilise plus de systèmes d'intégration, plus de tuyaux, plus de cadres aluminium, et donc on se retrouve à avoir plus d'impact carbone. On a 30% d'impact carbone évité en hybridant tout ça sur un seul panneau. Un avantage aussi, et aussi une attention qu'on a au niveau de Elson, c'est que vraiment notre panneau puisse être recyclé, et on a cette fierté finalement d'avoir un panneau qui est recyclable à 95% et sur lequel on a déjà un organisme de recyclage qui est opérationnel, qui est PV Cycle. Et donc c'est important de le dire, parce que c'est vrai que le particulier ne le sait pas forcément, mais le panneau solaire finalement c'est de l'aluminium, c'est du verre, c'est de la silice, et sur la partie de nos étrangères, nous c'est des polypropylènes qui se recyclent à 100%. Donc on a vraiment cette capacité finalement de pouvoir avoir un recyclage en fin de vie. Voilà. Et côté de Elson, on a aussi un autre engagement qui nous tient à cœur, c'est d'être sur du Made in France. Donc on a toute notre production qui est basée en France, avec des échangeurs qui sont produits en Alsace, et toute l'intégration et l'usine d'intégration à Jujurieux du côté du Rhône-Alpes. Pas encore sur le photovoltaïque, la cellule, ça reste encore. On peut produire en France, ou ça reste vraiment des marchés qui sont encore très chinois? Alors j'espère qu'on produira un jour en France, mais aujourd'hui c'est pas encore notre positionnement. Notre objectif, nous, c'est vraiment d'avoir une montée en volume qui nous permet d'avoir un intérêt finalement à monter toute la partie construction, intégration du panneau que vous nous avez montré est intégralement fait et produit en France. Intégralement à Jujurieux. On a la labellisation Made in France qui est certifiée par les douanes. Donc, alors, si je vous montre le papier si vous voulez. On a eu beaucoup de contrôle pour ça, parce que c'est important aussi, parce qu'on a vu dans le passé certaines filières où ils étiquetaient des panneaux. Donc ça, c'est pas du Made in France. Nous, on fait vraiment du Made in France. Venez venir visiter notre usine quand vous voulez. Pas de souci. On est ouvert. Plaisir. Au niveau de cette hybridation, je vous disais, on a vraiment l'avantage de pouvoir bénéficier du retour d'expérience du photovoltaïque. Donc on a beaucoup de systèmes d'intégration qui ont déjà des avis techniques, ou plutôt des ETN, des enquêtes de techniques nouvelles sur on va dire la solidité des fixations, la compatibilité au vent, à l'arrachement de nos panneaux. C'est important pour les assurances qui, mine de rien, regardent ces côtés un peu techniques. Et donc l'avantage, c'est que finalement la plupart de ce qui est déjà utilisé en photovoltaïque, on peut faire son marché et l'utiliser pour l'hybride, puisque l'hybride notre hybride en tout cas est très très fin. On a exactement le cadre du photovoltaïque. Donc ça nous permet une grande diversité de systèmes, d'être à la fois en toiture-terrasse, en surimposé, en intégré au bâti. Donc ça, c'est aussi une simplification pour les installateurs. Et un point auquel on tient, c'est la garantie par rapport à ne serait-ce que des chaudières. Nous avons des garanties jusqu'à 25 ans de productibles sur le photovoltaïque et 10 ans pièces et main-d'œuvre, donc pour nos installateurs agréés uniquement.
qui sont réassurés par des assurances professionnelles derrière. Donc 10 ans, même si Dualson venait à couler la semaine prochaine, ce que je ne sais pas, ce qui n'est pas possible. Ça sera assuré quand même. Au niveau de l'installation, c'est des installations qui sont très rapides. Alors en photovoltaïque, vous connaissez peut-être, mais c'est vraiment... plug and play, j'allais dire, on clique les raccords rapides, les connecteurs électriques. En thermique, du coup, nous on a développé la même chose pour que ça soit vraiment aussi simple d'installer l'hybride que d'installer du photovoltaïque. Donc vous clippez les connecteurs électriques et vous clippez les connecteurs thermiques. Donc ça permet de gagner du temps en pause. Et finalement, quand on est sur des installations en toiture, des fois il fait un peu chaud, c'est aussi sympa de ne pas rester longtemps en toiture. Surtout en ce moment. Du coup, on a aussi, on parlait de gestion de la surchauffe, c'est vraiment une problématique qui revient souvent en solaire thermique. Alors, en solaire hybride, ce n'est pas une problématique. Il n'y a pas de problématique de surchauffe, puisqu'on a la chance, en fait, d'avoir une technologie qui n'utilise pas du tout d'effet de serre en face avant. Normalement, en solaire thermique, on va avoir un vitrage qui va vraiment réchauffer le panneau en permanence. Donc nous, on a si on monte trop haut, en fait, on a une déperdition par la face avant qui fait que au-delà de 75-80 degrés, il n'y a juste plus de production. Donc on est garanti de ne pas pouvoir aller au-delà de 75-80 degrés dans les panneaux, même si le ballon est plein, même si c'est en plein soleil, même s'ils sont partis en vacances. Pas de problème. De ce côté-là, c'est intrinsèquement fiable. Et du coup, on n'a plus les questions de dimensionnement à se poser. Alors bien sûr, c'est pas intéressant d'aller mettre énormément plus de panneaux parce que finalement on va être sur des surcoûts qui sont pas forcément rentabilisés après. Mais la question elle se pose vraiment sur la question de la rentabilité et pas de la gestion de la technologie Ce qui permet donc d'être beaucoup plus fin dans l'installation que sur des panneaux photovoltaïques plus traditionnels. Et ce qui permet en tout cas de s'adapter. Enfin, si on a vraiment le projet de monter vraiment sur finalement des très hautes couvertures des besoins, d'accord, on va mettre beaucoup plus de panneaux que ce qu'on aurait mis pour avoir le meilleur rendement, mais on atteint ce haut taux de couverture et on n'a pas de problème l'été de surchauffe. Donc effectivement, on peut jouer vraiment sur est-ce qu'on en met un peu plus, est-ce qu'on en met un peu moins, à combien, est-ce qu'on va être très rentable ou est-ce qu'on va être très autonome, c'est un peu toujours la question. On voit parfois le solaire hybride comme une petite nouveauté ou une petite innovation. Il faut savoir qu'il y a déjà plus d'1 million de mètres carrés de panneaux solaires hybrides installés dans le monde et la France, un petit cocorico là-dessus, et le pays leader pour une fois, d'habitude c'est la Chine. Sur toutes les installations solaires thermiques, mais là, cette fois, sur le solaire hybride, c'est la France, avec presque 500 000 m² déjà installés, d'après l'Agence internationale de l'énergie, édition 2020. Alors, ce panneau solaire hybride, on le trouve où ? On le trouve déjà en maison individuelle et c'est l'essentiel finalement du marché aujourd'hui du solaire hybride. En maison individuelle, on a l'offre principale qui va être une offre de chauffe-eau solaire. Donc c'est un peu ce que vous connaissez en solaire thermique classiquement, sauf qu'on met un peu plus de panneaux en solaire hybride qu'en solaire thermique, puisqu'on a quand même la partie photovoltaïque qui utilise une partie de l'énergie. Donc on a des panneaux qui sont connectés au ballon d'eau chaude et qui permettent d'alimenter les douches très classiquement, pendant que le parti photovoltaïque va être relié à un onduleur centralisé ou à des micro-onduleurs pour alimenter l'électricité de la maison et déverser le surplus sur le réseau s'il y en a besoin. Si on donne quelques chiffres, là, je suis partie sur une offre assez classique de 10 panneaux. C'est ce qui se fait beaucoup. Alors, pourquoi 10 panneaux ? Parce qu'en photovoltaïque, ils ont un peu leur dada. 10 panneaux, ça permet d'atteindre les 3 kg, 3000 watts crête installés. Parce qu'au-delà, la TVA change. Et donc, ils s'arrêtent au 10% de TVA, parce qu'après, on passe à 20% de TVA. Donc... c'est moins intéressant. Donc 10 panneaux en général. Donc on a sur cette installation 4 panneaux hybrides, 6 panneaux purement photovoltaïques. C'est les mêmes aspects, les mêmes cellules. Donc ça ne gêne pas du tout pour l'esthétique. On n'y voit que du panneau. Donc on va avoir pour cette installation, finalement, une partie de la production qui va être la production de chaleur. Donc, en l'occurrence, ici, on est sur presque 2000 kWh, 1940 kWh de production d'eau chaude, ce qui correspond peu ou prou à 300 € d'économie par an sur l'eau chaude. Et la production photovoltaïque est de l'ordre de 4802 kWh produite
sur cette installation, dont une partie va être autoconsommée. En l'occurrence, là, sur un peu un cas standard, on est sur à peu près 2256 kWh autoconsommés. Donc, directement, l'électricité est directement utilisée. Je sais pas, vous étiez en train de faire votre café, pouf, l'électricité a servi à ça. Et une partie qui est revendue sur le réseau de 2545 kWh. Donc, vous voyez, il y a à peu près moitié-moitié d'autoconsommation et de revente. Et chacun de ces postes, à la fois l'économie sur l'eau chaude, l'économie sur l'électricité et la revente, participe finalement à la rentabilité totale du projet. Donc là, on arrive presque à 900 € d'économie par an sur une installation de ce type pour une maison. Et donc là, si on compare un peu à... Donc ça, c'est ce qu'on autoconsomme. La partie électrique, on a dit, on a autoconsommé 2256 kWh. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation de cette personne était d'à peu près 3200 kWh. Donc on est déjà sur une bonne part de couverture des besoins. Pareil, en eau chaude, on est sur un peu plus de la moitié. Donc sur l'ensemble de ces besoins d'électricité et d'eau chaude, on va être sur une autonomie de quasi 60%. De son énergie et un taux d'autoconsommation par rapport à ce qu'on a produit. Donc ça, en fait, l'autonomie, c'est vraiment par rapport à ce que vous consommez et ce que vous avez sinon à payer avec d'autres énergies. L'autoconsommation, on compare avec ce que vous rejetez sur le réseau. Donc on a 62% qu'on autoconsomme vraiment sur place et qui ne va pas au réseau. Voilà. Alors si on compare en prix, parce que c'est aussi la question qu'on se pose, est-ce que c'est rentable finalement d'avoir ces dépenses, ces 900 € d'économie par an. Si on compare par rapport à une installation photovoltaïque, c'est plus cher d'être en hybride forcément. On a aussi le ballon, on a aussi le régulateur, on a aussi une compétence de plomberie. Donc c'est plus cher, à peu près 40% plus cher qu'une installation photovoltaïque de même taille. Mais sur la durée de vie, et là on voit au fur et à mesure de ce graphique, c'est le temps qui passe. Là, si on regarde sur 25 ans, on va avoir beaucoup plus d'économies grâce à cette installation qui coûtait plus cher au départ, mais qui à la fin nous permet beaucoup plus d'économies dans le temps. Pour finalement un taux de retour qui se positionne à peu près en même temps que le photovoltaïque, que ce soit du photovoltaïque ou de l'hybride, on est autour de 10-12 ans de temps de retour. Voilà. Mais donc c'est quand même super intéressant parce que on voit bien toutes ces dépenses là, la courbe rouge, celle qui est la plus haute, c'est les dépenses qu'on a quand on met pas du tout d'hybride. Et on voit bien que finalement, si on fait rien, on dépense vraiment beaucoup d'argent juste pour son électricité et son eau chaude. Là, on est quasi à 40 000 € cumulés sur 25 ans. Donc 40 000 €, on préfère ne pas les dépenser. 25 ans. À 12 ans, c'est la rentabilité. C'est la rentabilité, c'est ça, à 12 ans. Et donc, voilà, du coup, de ces 40 000 € sur 25 ans, il en reste plus que quasiment 20 000 si on met de l'hybride. Donc, on a quand même fait une bonne économie. Il y a une question que je me pose depuis le début. Olivier, j'ai vu la même chose avec vous, etc. C'est que souvent, on sait que les propriétaires de maisons individuelles ou les propriétaires d'appartements en général, on dit que la durée de vie aujourd'hui, avant, on achetait sa maison quasiment à vie. Aujourd'hui, il y a un turnover autour de 7, 8, 10 ans grand max. Quand on fait des travaux de ce style-là, on n'en voit pas forcément toujours la rentabilité à long terme. Et alors, ça peut être... Non, mais je parle de ça en termes de frein pour investir, parce qu'une rentabilité à 25 ans, les gens vont se dire, bah oui, mais moi dans 25 ans, je ne sais pas si je serai encore dans cette maison, si je ne l'aurais pas revendue, etc. Donc c'est une question qui me taraude depuis le début, je voulais que je vous la pose. Oui, alors en fait, on n'a pas ce frein-là, et Olivier l'avait déjà expliqué, mais je me permets de réexpliquer. On a un double gain. Non seulement on fait des économies sur sa propre énergie, donc on paye moins son électricité et son eau chaude parce qu'on a le solaire qui vient gratuitement, mais en plus on en a sa maison qui est valorisée, ce qu'il appelait la valeur verte de sa maison. C'est-à-dire que quand il la revend, de toutes les manières, il peut la revendre plus cher. Et ça paierait le delta en fait. Donc il a le double gain. Non seulement son patrimoine vaut plus, mais en plus il a des économies d'énergie. Ok, très bien. Donc Olivier. Je dirais que le retour sur investissement, il peut être immédiat parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'emprunter à taux zéro. Et comme l'économie financière peut être supérieure au remboursement de l'emprunt, dès la première année, on va gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut emprunter à 15 ans alors qu'on a des rentabilités à entre 10 et 12 ans. D'accord. Ce qui veut dire que chaque année, on va gagner un peu plus d'argent avec l'inflation. Et donc, on est sur des solutions aujourd'hui qui peuvent être rentables et gagner un pouvoir d'achat dès la première année.
Très bien, voilà un argument pertinent et qui répond à mon questionnement. Je vous laisse continuer, Laetitia. Alors, la question qui se pose après, c'est un peu combien il faut mettre de panneaux. Du coup, au niveau de dimensionnement, ce qu'on préconise pour de l'hybride, c'est en gros un panneau par personne dans le sud et un peu plus au-delà de l'axe Lyon-Bordeaux, si on coupe la France comme ça. Mais le plus simple, vraiment, et c'est ce qu'on préconise, c'est d'aller... on a une application sur notre site internet où vous pouvez tapez votre adresse, vous voyez votre maison, vous pouvez mesurer même avec une règle votre toit pour voir combien de panneaux logent sur votre toit à vous. Et voilà, il vous demande combien vous êtes dans votre maison et il vous fait des préconisations par rapport à votre propre simulation et il vous donne aussi surtout combien vous allez produire, combien ça va vous coûter en ordre de grandeur et si ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Si vous êtes intéressé après cette étude, cette première idée du solaire, derrière on peut vous mettre en relation avec des installateurs compétents. C'est un peu l'idée. Et puis du coup, on en parlait ce matin, mais sur la maison individuelle, il y a beaucoup de soutien au solaire. Donc MaPrimeRénov' et les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie en premier lieu. Donc MaPrimeRénov', j'en parle juste après parce que c'est quand même un tout petit peu compliqué finalement MaPrimeRénov'. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est modeste et plus on va être aidé. Et plus on est contrario, plus on est aisé et plus on va avoir à mettre la main à la poche. Et il y a aussi sur la partie photovoltaïque la prime autoconsommation. Alors, en fait, on est hybride, donc on hybride les aides. On a aussi la prime autoconsommation avec, là ça dépend de la taille, mais plus vous mettez des petites installations et plus la prime est importante. Donc là, on parlait tout à l'heure de 3 kg, donc 3000 watts crête, c'est la première colonne et on est autour de 380 € TTC par kilowatt crête installé dans cette case-là. Il y a aussi également la TVA réduite sur la partie thermique des panneaux et puis qui est pas très très sollicité mais quand même très intéressant, l'éco-prêt à taux zéro pour finir finalement ce qui reste à mettre au pot, ça peut être financé par cet éco-prêt. Donc voilà, le MaPrimeRénov', je vais pas trop rentrer dans le tableau, mais c'est juste pour dire, en fait, à chaque fois, ça dépend de ce que vous installez exactement. Donc, si vous êtes un chauffe-eau solaire, eh bien, vous avez droit jusqu'à 4 000 € d'aide si vous êtes un ménage bleu, c'est-à-dire avec des ressources très modestes, mais 2 000 € seulement si vous avez des ressources intermédiaires. Donc, à chaque fois, il faut voir un petit peu ce qu'on a installé exactement, sachant que pour les ménages aisés, par exemple, il n'y a que un forfait rénovation globale qui est possible et on ne peut pas venir choisir item par item ce qu'on a installé. Sachant que le MaPrimeRénov' c'est cumulable, c'est-à-dire si vous faites et votre isolation et des panneaux solaires hybrides, pensez-y par exemple en chauffe-eau solaire, et vous pouvez à la fois prendre la ligne de prime pour l'isolation et la prime pour les panneaux solaires hybrides. Donc là, voilà, on peut cumuler jusqu'à 20 000 € d'aide. Donc ça permet d'aller plus loin dans la rénovation de son bâtiment. Voilà, il y a des petites choses à savoir, c'est qu'il faut absolument, si vous voulez les C2E, et notamment les primes coup de pouce, parce que vous avez mis une pompe à chaleur en plus, eh bien, les primes coup de pouce, comme tous les C2E, comme tous les certificats d'économie d'énergie, vous ne pourrez les toucher que si vous avez fait la demande avant de signer le devis. Avant de signer le devis. C'est très important parce c'est quand même un très beau complément. Il peut y avoir presque 4 000 € en plus grâce au C2E. Et donc, ça serait dommage. Sur toutes ces aides, tous ces compléments, tout ce que vous venez de nous présenter aujourd'hui, un particulier qui veut se lancer là-dedans, il va se retourner vers l'ANA. C'est l'ANA qui va l'accompagner sur ça, ou est-ce qu'il faut qu'il soit un peu au taquet et qu'il puisse aussi... Ah non, mais on ne peut pas être au taquet des aides, c'est trop compliqué. Par contre, on a les espaces info-énergie qui sont là. L'ANA ne répond pas directement. L'ANA, c'est l'endroit où vous déposez le dossier, mais quand vous êtes déjà au taquet. Pour le coup, il vaut mieux avoir vu l'ADEME avant. Et donc, les espaces info-énergie là-dessus sont super. Et puis, la plupart des installateurs connaissent quand même. Parce Ils sont capables de vous guider dans le... au moins sur leur techno. Donc, si vous faites un chauffe-eau, ils savent que vous pouvez avoir cette prime-là. Voilà. Ils sauront pas vous faire un diagnostic complet, mais ils savent vous dire pour eux, pour leur techno. Ok. Juste parce qu'il y a d'autres applications que la maison individuelle, notamment toujours les particuliers, on en a aussi qui sont intéressés pour avoir des piscines autonomes, puisque finalement, tant qu'à avoir à payer la filtration, le chauffage, autant que tout ça soit compensé par des panneaux. Donc on a des belles installations de référence pour avoir des économies un peu toute l'année pour sa piscine
et sa maison, tant qu'à faire. Donc c'est vraiment ça permet quand même d'augmenter la saison de baignade jusqu'à 3 mois en plus de saison de baignade. Donc c'est toujours intéressant, en tant qu'avoir payé une piscine, de pouvoir l'utiliser plus. Et puis aussi, un petit bonus, c'est que en fait, plus on est plus on va pouvoir extraire des calories de nos panneaux et plus la partie photovoltaïque va être boostée, parce qu'en fait nos cellules elles aiment bien le froid, et donc plus on enlève la chaleur qui est dessous et plus elles produisent. Donc ça y a vraiment ce meilleur rendement des cellules. Ça se voit particulièrement pour l'officine où il y a beaucoup de besoins, donc c'est très intéressant. Au niveau, pour les piscines, là encore, le dimensionnement, je vous renvoie vraiment sur l'application, parce que je pense que c'est vraiment le plus simple, déjà, parce que ne serait-ce que pour savoir combien de panneaux vous pouvez loger sur votre toiture en particulier. Et puis, ça dépend, on préconise entre la moitié et les 3/4 de la surface de la piscine en panneaux pour pouvoir avoir ces 3 mois de baignade en plus. En fonction de si vous êtes dans le sud ou un peu plus au nord dans la France. Et du collectif. Et oui, et en fait, en logement collectif, on a aussi tout ce qui est chauffe-eau de l'eau, puisque là, on est vraiment encore sur finalement des usages d'eau sanitaire. Au niveau des dimensionnements, on est plutôt sur des 2 mètres carrés par logement, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire à peu près, à chaque fois que vous avez 1 kWh photovoltaïque, bon ça c'est assez facile à prédire, vous pouvez grosso modo compter que vous avez au moins 1 kWh thermique aussi, si vous faites des dimensionnements un peu standards, on va dire. Et au niveau des coûts, on est sur du fourni posé en capex de l'ordre de, allez, on va simplifier, au départ pour les 50 mètres carrés, on est autour de 1 000 € le mètre carré, clé en main. Donc ça donne des ordres de grandeur, ça permet de commencer un projet, de savoir si on a envie d'aller plus loin ou pas du tout. Au moins vous pouvez baser un peu dessus. On a déjà pas mal d'installations de référence en logement collectif. J'en cite un ici sur des logements sociaux. Ce qui est intéressant, et ça sera à comparer avec juste ce que je vais montrer juste après, c'est un peu la courbe. On voit vraiment que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on a la production qui fait un peu une cloche. Je ne sais pas si vous voyez. Entre janvier et décembre, on a vraiment, on va dire, 3, 4, 5 mois où on a l'essentiel de notre consommation d'eau sanitaire qui est fournie par les panneaux. Par contre, en hiver, on a vraiment besoin d'appoint. Donc, on voit vraiment cette courbe d'approvisionnement des besoins qu'on va comparer à une autre installation qui est une installation en couplage. Alors ça, on a vu tout à l'heure Heliopac System Plus. On va revoir Heliopac System Plus. Oui, c'est... Donc cette fois, c'est un peu différent parce que les panneaux alimentent pas directement un ballon qui va nous servir pour les douches, mais ils alimentent un ballon qui va servir de puisage à une pompe à chaleur. Je ne sais pas si vous voyez les pompes à chaleur en géothermie, par exemple. Eh bien, elles viennent capter dans le sol toutes les calories pour pouvoir derrière faire de la chaleur. Donc ces calories qu'elles captent dans le sol pour la pompe à chaleur géothermique, dans la pompe à chaleur solarothermique, au lieu de le capter dans le sol, elle capte dans les panneaux solaires. Donc c'est vraiment le principe. Donc on a cette source froide, on appelle froide, de la pompe à chaleur, qui va être les panneaux. Et donc ça peut s'utiliser vraiment partout parce que ça peut faire, alors même si l'ADEME a intégré au fonds chaleur uniquement les usages d'eau sanitaire, ça peut se faire dans n'importe quel besoin de chauffage. Ça peut très bien être pour des bâtiments agricoles, même pour des serres, pour faire des plantations ou de l'hydro. On a vu de l'hydroponie, donc ça c'est de la culture sur eau avec des plantes qui sont dans de l'eau tiède. Mais ça peut aussi être utilisé classiquement en logement collectif, en hôpitaux, hôtels, bassins. C'est vraiment tout ce qui a besoin de chauffage finalement. Donc ce qui est intéressant avec ce couplage, on l'a vu quand on a essayé de décrypter la RE2020 ce matin, c'est que finalement c'est un couplage qui est assez bien complémentaire. Par exemple, si on va avoir en logement collectif, on va mettre du gaz en chauffage, on va pouvoir avoir toute l'eau chaude qui est faite en pompe à chaleur solarothermique et ça répond bien à la future norme. Donc ça, c'est un point qui est intéressant à avoir en tête. Donc au niveau et pour comparer un peu avec ce qu'on avait tout à l'heure, au niveau des installations, donc là on est un peu plus, plutôt à 1 100 € le mètre carré, mais par contre il faut mettre plus de capteurs que si on était en direct.
Donc au final, on va avoir un peu plus d'investissement initial, mais ça va se retrouver finalement dans la couverture des besoins finaux. Alors là, je vous rappelais, je vous parlais d'une courbe qui était en cloche entre janvier et décembre. Et bien là, vous avez encore une courbe, mais cette fois, elle n'est pas en cloche. On voit qu'on est à peu près stable tout le temps. On arrive à fournir avec la pompe à chaleur solaro-thermique à peu près tout le temps la même part des besoins de l'eau chaude. C'est la partie jaune dans les petites barres. Donc on voit qu'on arrive à fournir toute l'année, même en plein mois de janvier, on arrive à fournir une grosse part des besoins. Et là, dans cet exemple, là, c'était un lycée à Carquefou, on avait fourni 80 des besoins de l'année en énergie solaire. Donc c'est plus cher, mais finalement, on couvre plus de besoins. Donc la rentabilité est très très bonne. Donc il faut un peu voir aussi finalement avec des contraintes de portefeuille, parce qu'on a quand même ça des fois comme contrainte dans les projets. Sur ce couplage, du coup, donc on en a parlé, ça a été intégré au fonds chaleur de l'ADEME en mars. Donc c'est tout récent, on a hâte de voir comment sortent les premiers dossiers avec cette nouvelle technologie intégrée au fonds chaleur. Un point très intéressant aussi, c'est la France Relance qui, pour les TPE-PME, pour les bâtiments industriels et agricoles, prévoit un forfait de 160 € le mégawattheure sur cette technologie. Donc si vous signez avant le 31 décembre 2021, je conseille vraiment d'aller tenter ce tremplin, la transition écologique des PME. C'est un point intéressant. Et en tertiaire, c'est un crédit d'impôt qui a été mis en place pour la rénovation énergétique des TPE-PME. Par contre, les niveaux d'aide sont beaucoup plus bas, puisque là, ce n'est pas des forfaits par mégawattheure, mais c'est limité à 25 000 €. Donc on va un peu moins loin quand même. Quel que soit le projet. Voilà. Bon, c'est 30% jusqu'à 25 000 €. C'est ça. Donc faut pas viser non plus trop grand. Voilà, il me reste à vous remercier de votre écoute. Merci de cette présentation. Peut-être des questions dans la salle, des questions sur Internet s'il y en a. N'hésitez pas à vous manifester aussi. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Oui. Alors, je retraduis, non pas pour vous, Laetitia, parce que vous avez entendu les questions, mais pour ceux qui sont derrière Internet. La question, c'est comment la profession des plombiers voit cette nouvelle technologie de plug and play, sachant qu'en gros, une fois que c'est raccordé, il y en a pour 20-25 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des retours sur le regard que peut avoir la profession sur ces panneaux? C'est vrai qu'on a eu beaucoup de sceptiques au départ, parce que mine de rien, on est sur une technologie polymère qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, même si le PER se fait de plus en plus en plomberie. Mais c'était nouveau. Du coup, on a dû vraiment faire des tests de durabilité pour leur démontrer que c'était fiable. Du coup, on a des rapports de tests qui montrent que même en 40 ans, on ne voit pas de dégradation. Alors, c'est des tests accélérés, c'est des 40 ans en chambre climatique, mais ça donne quand même une bonne indication de la fiabilité de la technologie. Et on a aussi finalement le temps l'expérience de ceux qui ont osé mettre ces panneaux hybrides et qui sont quand même très contents de passer moins de temps à faire du cuivre. À faire du cuivre, de la soudure et de passer du temps sous les toits. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Alors, oui, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Comment ça se passe au niveau des capteurs, quand il y a la raccordement? Rapprochez-vous, comme ça on va vous entendre. Je vais vous donner un micro, ce sera peut-être plus simple. Alors, comment ça se passe quand le courant continu touche le fil caloporteur? Le fluide, pardon. Le fluide? Non mais on a un échangeur qui est complètement étanche. Enfin, il n'y a pas de rapport entre la partie photovoltaïque et, à part qu'ils sont en contact, donc ils ont des échanges de chaleur, il n'y a pas de contact du fluide puisqu'il est entièrement dans
dans une coquille. Enfin, notre échangeur, il est complètement fermé. Donc non seulement on a la barrière de l'échangeur qui est censée être intègre, et si vraiment, je sais pas, ils étaient cassés dans le camion et que finalement ils étaient installés quand même, on a la barrière du photovoltaïque en soi qui garde son backsheet, comme on dit, sa feuille arrière, qui elle aussi est étanche. Donc on a vraiment la double sécurité de l'échangeur qui est censé rester intègre, et bien sûr, si vous avez des échangeurs cassés, ne les mettez pas. Et on n'est jamais à l'abri d'un défaut de transport. Mais en plus, la partie photovoltaïque a cette feuille arrière. Donc pas de risque de contact entre le panneau électrique mais il pleut sur les panneaux photovoltaïques et ils n'ont pas de problème. Donc là, même s'il pleut avec de l'eau glycolée, il n'y aura pas de problème non plus. Mais je ne vous le souhaite pas. Enfin, c'est pas fait pour. Alors, si la conduite cheminée casse le panneau, fracasse le panneau et casse les deux en même temps, oui, le panneau ne marche plus, donc on a une sécurité, il est mis en rade, le panneau électrique, donc il n'y a plus d'électricité dans ce panneau à ce moment-là. Enfin, sauf si, en plus de casser en pleine tempête, il fait très très beau, ce qui n'arrive pas souvent. Mais en tout cas, ce cas-là, il y a des sécurités sur la partie électrique pour que ça se stoppe. Enfin, bon, en gros, la sécurité est prise en compte. Disons que la partie photovoltaïque ont ce problème, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils peuvent avoir des tempêtes et avoir de l'eau à ce moment-là, et donc le but du jeu, c'est que ça ne fasse pas de problème électrique dans la maison. Donc on a cette sécurité qui est intrinsèquement dans la partie électrique du panneau. Oui, ça a été pensé aussi pour des tempêtes plus des rayonnements derrière. Merci beaucoup Laetitia. D'autres questions, d'autres remarques? J'en vois pas sur Internet. Non. Bah écoutez, je pense qu'on va clore cet atelier. On est pile poil dans les temps. Il est 16h44, on avait dit 16h45. On a tenu quasiment tous les timings de cette journée. Merci beaucoup de votre participation, Olivier et Laetitia, pour cet atelier. J'en profite peut-être pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cette journée. Puis bien évidemment, Enerplan et Atlansun qui ont coopérer, coordonner et travailler à l'organisation de cette journée ici à Grandchamp. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute, ceux qui étaient présents derrière leurs écrans. Et puis rendez-vous l'année prochaine, c'est ça, à vous tous. La date n'est pas encore fixée ? Non, donc vous serez tenus au courant. Voilà, merci à vous tous et puis bonne continuation à toutes et à chacun dans vos activités.